Le paludisme, un mot qui nous parle tout de suite de voyage, de fièvre, d'une maladie complexe. Mais derrière ce mot, il y a une véritable guerre biologique, menée par un parasite microscopique qui a fait du moustique son arme de prédilection. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble sa stratégie. La question qui est vraiment fascinante, c'est celle-ci. Comment un insecte si petit, via son passager clandestin, arrive à mettre en échec un système de défense aussi sophistiqué que le corps humain? C'est ce combat à l'échelle de nos cellules qu'on va explorer. Alors voilà notre plan. D'abord, une vue d'ensemble, pour savoir de qui on parle. Ensuite, on suivra le cycle du parasite, un vrai plan d'invasion. On verra les symptômes qu'il provoque, puis comment on le diagnostique et comment on le traite. Et on terminera par le plus important, la prévention. Allez, on commence par le commencement. Première partie, la vue d'ensemble. Faisons connaissance avec les principaux acteurs de cette histoire. Le paludisme, c'est l'histoire d'un duo. D'un côté, on a l'agent, le cerveau de l'opération, un parasite microscopique du genre Plasmodium. Et de l'autre, son véhicule et complice, le vecteur, qui est toujours une femelle moustique du genre Anophel. C'est elle qui transmet la maladie en piquant principalement la nuit. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul Plasmodium, mais toute une famille. 4 espèces nous intéressent particulièrement. Le premier, c'est la star tristement célèbre, Plasmodium falciparum. C'est le plus dangereux, celui qui est responsable des formes graves et mortelles. Ensuite, on a le duo Vivax et Ovalé. Eux, ce sont les spécialistes de la récidive. Ils peuvent se cacher dans le foie et ressortir des mois, voire des années plus tard. Et enfin, il y a Malarié, qui donne une forme plus chronique et moins fréquente. Cette distinction est absolument clé, car le traitement ne sera pas le même. Bon, maintenant qu'on connaît les suspects, voyons un peu leur mode opératoire. C'est ce qu'on appelle le cycle du parasite, un plan d'invasion incroyablement bien rodé. Alors, comment ça se passe ? Tout commence avec la piqûre. Le moustique injecte des parasites sous une forme qu'on appelle sporozoïte. Première destination, le foie. Là, les parasites vont se multiplier tranquillement, à l'abri, sans causer le moindre symptôme. C'est la phase silencieuse. Puis, une fois prêts, ils sont libérés en masse dans la circulation sanguine. Et c'est là que les problèmes commencent. Ils s'attaquent à nos globules rouges, y pénètrent, s'y multiplient encore, jusqu'à les faire éclater. Et le cycle se termine quand un autre moustique pique la personne malade, aspire ses globules rouges infectés et se prépare à son tour à transmettre la maladie. Et c'est ici qu'il faut parler d'un concept un peu particulier, les hypnozoïtes. C'est la spécialité de P. vivax et P. ovale. Ce sont des formes dormantes du parasite qui restent cachées dans le foie. Elles peuvent se réveiller bien plus tard et relancer un nouvel accès de paludisme. C'est un vrai piège, car si on ne traite que le sang, on passe à côté de ces agents dormants et le patient rechutera. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que tout se joue pendant la phase sanguine. C'est la destruction en masse et de façon cyclique des globules rouges qui est directement responsable des symptômes bien connus, les frissons, les pics de fièvre et les sueurs abondantes. Troisième partie. Voyons maintenant comment cette invasion se manifeste concrètement chez un patient. Qu'est-ce qu'on observe sur la scène de crime ? En clinique, il faut bien séparer 2 tableaux. D'un côté, l'accès palustre simple. C'est la fameuse triade. On commence par avoir très froid, des frissons incontrôlables, puis la température monte en flèche jusqu'à 40 degrés, et enfin la fièvre tombe et on se met à transpirer énormément. Et de l'autre côté, il y a l'accès palustre grave. Là, on change de dimension. C'est une urgence vitale. Il est presque toujours causé par P. falciparum, car ce parasite a une particularité. Il rend les globules rouges collants, ce qui bouche les petits vaisseaux sanguins et entraîne la défaillance des organes. Et pour savoir si on bascule vers une forme grave, il y a un chiffre très important à regarder, la parasitémie. C'est tout simplement le pourcentage de globules rouges qui sont infectés. Quand ce chiffre passe au-dessus de 4%, c'est un signal d'alarme majeur. C'est un des critères qui nous dit que la situation est critique et qu'il faut une prise en charge intensive. Les autres signaux d'alerte montrent bien que c'est tout le corps qui est en train de lâcher. Ça peut être neurologique, avec un coma ou des convulsions, respiratoire, avec une grande difficulté à respirer, on peut avoir une anémie très profonde, une jaunisse qui signe une souffrance du foie, des reins qui ne fonctionnent plus, un état de choc ou encore des problèmes de coagulation avec des saignements. Chacun de ces signes est un critère de gravité. On passe à la 4e partie, le diagnostic et le traitement. Une fois que le patient est là, comment on confirme le diagnostic et surtout, comment on riposte ? Pour le diagnostic, l'idée est simple. Il faut trouver le coupable. Et comme il se cache dans le sang, c'est là qu'on va aller le chercher. La méthode de référence, celle qui ne trompe pas, c'est l'examen d'une goutte de sang au microscope. Pour ça, les biologistes ont 2 outils principaux. D'abord, la goutte épaisse. C'est un peu un examen de dépistage. Elle permet de concentrer le sang et de dire rapidement oui ou non il y a des parasites. Ensuite, le frottis mince. Lui, il sert à identifier précisément le suspect. Est-ce que c'est falciparum, vivax ? C'est crucial pour le traitement. Et bien sûr, il y a les tests de diagnostic rapide ou TDR qui sont très pratiques sur le terrain quand on n'a pas de microscope sous la main.
Et une fois le diagnostic posé, on en revient toujours au même point qui est absolument fondamental. Toute la stratégie de traitement va dépendre de la gravité. Traiter un palud simple ou un palud grave, ce sont deux choses complètement différentes. Pour un paludisme grave, on n'a pas une minute à perdre. C'est une hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation. Le traitement de première intention, c'est l'artésunate en intraveineux. C'est une molécule qui agit très vite et très fort pour nettoyer le sang. L'alternative, plus ancienne, c'est la quinine, aussi en intraveineux, mais elle demande une surveillance cardiaque rapprochée parce qu'elle peut causer des troubles du rythme. Heureusement, pour un accès simple, le traitement se fait par la bouche. La référence aujourd'hui, ce sont les CTA, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. L'idée est intelligente. On associe un dérivé de l'artémisinine, qui tue très vite les parasites, avec une autre molécule qui a une durée d'action plus longue. C'est le cas du Riamet ou de l'eurathécime. Cette double attaque est super efficace et limite le risque que le parasite devienne résistant. La malarone est aussi une très bonne option. On arrive à notre dernière partie, et sans doute la plus importante, la prévention. Parce que le meilleur des traitements, c'est celui dont on n'a pas besoin. Comment on fait pour sécuriser le périmètre? La défense, elle se joue sur deux fronts. Le premier, c'est la logique pure. Éviter de se faire piquer. C'est la lutte antivectorielle. Ça veut dire dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, utiliser des répulsifs pour la peau et porter des vêtements longs le soir. Le deuxième front, c'est la chimioprophylaxie. Là, on prend les devants en prenant un médicament qui va empêcher le parasite de s'installer s'il arrive à passer la première barrière. Pour cette chimioprophylaxie, il y a plusieurs options. On retrouve par exemple la malarone ou la doxycycline qui se prennent tous les jours ou le Larium qui se prend une fois par semaine. Le choix entre ces médicaments n'est pas anodin, il se fait avec un médecin et dépend de la destination exacte, des résistances du parasite sur place, de la durée du séjour et bien sûr du profil de la personne qui voyage. Et il y a une situation où il faut être extrêmement prudent, c'est la grossesse. Le paludisme chez une femme enceinte, c'est une situation à très haut risque, à la fois pour la mère et pour le bébé. C'est pour ça que tout voyage dans une zone où circule le paludisme est fortement déconseillé, et si le voyage ne peut vraiment pas être évité, alors il faut mettre en place une protection médicamenteuse et un suivi très spécifique. Et on termine sur le grand défi pour le futur. Le parasite est un adversaire redoutable qui s'adapte et développe sans cesse des résistances à nos médicaments. La course est donc permanente. Et la question reste ouverte. Quelle sera la prochaine grande avancée, le prochain vaccin, le prochain traitement qui nous donnera un temps d'avance dans ce combat mondial contre le paludisme?